Notre jeunesse, elle a besoin, à un niveau familial, clanique, communautaire et global, de savoir c'est quoi son passé. Et c'est là où intervient l'écrit. C'est de leur construire une bibliothèque à travers l'écrit, qui permettra, peut-être pas à nos enfants, mais à nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, si un jour ils en ont besoin, de pouvoir, grâce à l'écrit, revenir et trouver des éléments qui leur manquent. L'écriture a un pouvoir thérapeutique sans aucun doute, pour moi en tout cas. Je trouve que ça fait à la fois rêver, et puis ça permet de poser ses idées, ça permet de faire revenir des souvenirs, de garder une trace de tout ça. Il est important d'un moment donné de s'arrêter, de se poser et puis d'aller regarder son passé, aussi bien les choses positives que les choses plus douloureuses ou difficiles, et d'en tirer une leçon. Et puis de voir que grâce à tout ce qui s'est passé, on est devenu qui on est, et qu'on est la meilleure version de nous-mêmes, et voir toutes les compétences, tous les talents qu'on a pu engranger pendant toutes ces années. Ça permet de voir qu'on s'en est sorti aussi, mais on prend jamais ou rarement ce temps à se poser et à se raconter les uns les autres, que ce soit avec nos parents ou avec nos enfants. Et ça a un bienfait pour le lien intergénérationnel, mais aussi la parentalité, tout simplement. On recrée du lien, et un lien autre de qualité. L'histoire d'une commune, l'histoire d'un village, l'histoire d'un pays, c'est la somme des histoires personnelles de tout à chacun. C'est pas parce qu'on n'est pas connu ou autre qu'on ne participe pas à cette histoire-là. Effectivement, l'histoire individuelle, elle n'est pas valorisée. On a une histoire partagée au niveau d'une nation, etc. Mais peu au niveau des familles, au niveau familial. Je pense qu'il est important de faire ce travail de mémoire pour se connaître sa famille, connaître d'où l'on vient, et de pouvoir faire les bons choix après. Pour le choix dans notre vie de tous les jours, aujourd'hui, qui conditionne aussi notre avenir. Expliquer du coup pourquoi cet événement est important pour soi permet à l'autre de comprendre qui l'on est, pourquoi on se comporte de cette manière-là, et du coup de pouvoir, en parlant, de pouvoir dépasser justement cette souffrance, cette douleur, en la partageant. Alors c'est pas de faire un étalage, mais c'est simplement en évoquant les choses avec quelqu'un, de se sentir simplement écouté, et ça permet de dénouer des nœuds qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, même parfois sans même s'en rendre compte, quoi. Ça se fait tout seul. Moi, ma grand-mère, parce que là c'est mon arrière-grand-mère qui est arrivée, elle me disait toujours ta dignité. Jamais tu ne montres. Jamais tu montres que tu souffres. Et tu vois, et ça c'était important. Toujours tu vas obéir, toujours tu vas baisser la tête. Tu vois, et là tu dis, ok, alors moi j'ai cette réaction-là, j'allais dire cette habitude, parce que peut-être que cette histoire-là, ça vient de plus loin. Et peut-être, est-ce que je dois continuer à être comme ça? Tu vois? Et du coup, moi, la génération de ma mère, elle disait toujours, tu n'es pas plus et tu n'es pas moins. Et du coup, quand tu comprends l'histoire, tu dis, ah, mais voilà pourquoi elle me disait ça. Tu vois? En fait, c'est pour mieux se comprendre. Connaître son histoire, c'est mieux se comprendre. Tout simplement. Tu vois, et de comprendre les réactions que tu peux avoir, qui datent de ces années-là et même d'avant, en fait. Dans beaucoup de familles, c'est le non-dit. Faut pas dire. Et le non-dit crée une blessure. Tu vois, et c'est ça, en fait, qu'il faut arriver, en quelque sorte, à guérir de cette souffrance. Et donc, du coup, ça va être la montée de colère, ça va être des réactions excessives, tu vois. Voilà, on voit en France comment ça se passe, etc. Nous, chez nous,
T'as vu comment en fait on dit tout le temps que les Calédoniens c'est une société de colère, de violente, on dit que c'est une société de violente, mais pourquoi? C'est la question. À mon sens, c'est important de pouvoir se le dire déjà à soi. Et ça, c'est peut-être la partie la plus difficile parfois, de se dire à soi ce qui se passe, d'aller voir dans tout ce qu'on est, aussi lumineux mais aussi sombre que l'on soit, hein, parce qu'on a les deux parties. Et donc d'aller déjà se l'accorder, se dire ok, il y a ça qui est arrivé, c'est une réalité et j'arrête d'être dans le déni ou je me mets pas de côté mais j'essaye de le voir en face et de me construire, enfin pas de me construire mais en tout cas déjà de l'accueillir, de l'accepter, de vivre les émotions qui vont avec et ensuite de comprendre la leçon. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé dans ma vie? Quel sens cela a-t-il pour moi? Qu'est-ce que je peux en faire? Mais non pas dans un esprit de victime, hein, mais plutôt dans un esprit de ok, qu'est-ce que je peux en apprendre? Qu'est-ce que ça va me donner de façon à ce que je puisse rebondir, de façon à ce que je puisse grandir encore. Et grâce à ça, grâce à cette situation, forcément, j'ai développé plein de compétences, j'ai développé plein de choses, même si c'est douloureux. J'ai tendance à dire que tout est disible, que tout peut se dire. Après, il y a une façon de le dire, mais il faut savoir les dire, il faut le faire au bon moment, peut-être être accompagné. Enfin, c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup de précautions. Je crois à la force du Ho'oponopono, je crois à la force du pardon à soi et aux autres, mais quand elle vient réellement du cœur, c'est-à-dire qu'on est allé voir dans les parties les plus sombres de soi pour pouvoir véritablement pardonner, à se pardonner et pardonner aux autres. Et là, ça a tout son sens. Donc le trauma, il est partout, dans nos parcours de vie, mais effectivement aussi et également dans la transmission générationnelle. Et on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui, et on le voit dans notre clinique, sur le terrain, que c'est impossible de ne pas tenir compte des différents types de traumas, voire ce qu'on appelle des polytraumas, de l'histoire de nos générations passées, de nos ancêtres. Donc on voit bien qu'il y a une transmission qui se fait inconsciemment, de génération en génération, et qui peut éclabousser une génération plus qu'une autre. Et on le voit par exemple sur les différentes recherches qu'il y a eu en France sur les publics de migration, mais on le voit aussi sur le travail qui est fait sur la Calédonie, avec l'impact et les conséquences et les répercussions des différents types de colonisation ici, de décolonisation par la suite. J'ai fait un master en Belgique en relations internationales et résolution des conflits, au cours duquel j'ai rédigé un mémoire sur les questions mémorielles, la réconciliation et les processus de réparation en Nouvelle-Calédonie. Quand on fait face au non-dit, souvent on cache la vérité pour protéger les futures générations. Inconsciemment, on transmet quand même les émotions sans le récit, sans les lignes de l'histoire. Et du coup, les jeunes vont développer ce sentiment de haine, ce sentiment de peur, de culpabilité, alors même qu'ils n'ont pas les lignes de l'histoire et qu'ils ne sont pas au courant. Ils vivent ces émotions qui ne leur appartiennent pas. Et le but du travail de mémoire est de faire en sorte qu'on ne transmette plus ces émotions aux personnes qui ne devraient pas les recevoir sur leurs épaules. La question du pardon dans la situation de la Calédonie aujourd'hui est probablement une question mal formulée. Parce que la société calédonienne s'est construite sur de multiples douleurs. Elle s'est construite sur des traumatismes dans chacune des communautés. Et ces traumatismes ont également engendré un métissage qui est un métissage unique au monde. Du coup, toute une partie des Calédoniens, ils ne sont pas avec une histoire par rapport à une seule communauté, mais ils ont un bout de leur histoire personnelle qui est aussi dans une autre communauté. La résultante de ça, c'est on va demander pardon à qui? On va demander pardon, concrètement, on va demander pardon à quelle autre communauté? Parce que cette autre communauté à qui éventuellement on pourrait demander pardon, mais on en fait aussi partie génétiquement.
si ce n'est culturellement. Et d'une certaine manière, au niveau du symbole, ce que chaque Calédonien a besoin de faire s'il y a besoin d'un pardon, c'est de se demander pardon à lui-même, afin d'assumer sa diversité, afin d'assumer le métissage. Là aujourd'hui, on se rend bien compte que malgré tout, au niveau social, la société calédonienne, elle a des difficultés à avancer et on met ça, bien souvent, les sociologues qui ont eu à mettre des analyses, mettent ça sur le compte des problèmes identitaires et de construction identitaire, à la fois individuelle mais aussi d'un point de vue collectif, que la société calédonienne va mal parce qu'elle a du mal à se construire aussi une identité. Là, on l'a vu, l'accord de Nouméa, c'est un acte écrit, un acte juridique, qui a été constitutionnalisé selon les bonnes formes françaises. Je ne dis pas que ça n'a pas généré une forme de paix, au contraire, c'est ce qui a permis la paix et au grand Dieu merci pour ça. Mais encore une fois, c'est peut-être, cette authenticité, puis c'est surtout pour respecter cette égalité-là, la France est arrivée sur un territoire dont elle reconnaît qu'elle est arrivée comme ça, qu'elle s'est approprié les personnes, le territoire, sans demander rien à personne. Elle le reconnaît dans l'accord de Nouméa. Mais cette reconnaissance, elle aurait pu passer à travers justement un pardon authentique, un pardon conforme aux lois d'ici et aux coutumes d'ici. Voilà. Moi, je pense que la France devrait demander pardon, mais à l'océanienne. Aujourd'hui, on a cherché cette homogénéité. Le problème, c'est qu'on a toujours trouvé une hétérogénéité parce que tout le monde ne s'inscrit pas dans cette démarche. C'est pour ça qu'on demande à l'État de s'inscrire dans cette homogénéité. Parce qu'aujourd'hui, elle est complètement dans ses recroquevillée sur ces formalismes à la républicaine qui n'a strictement rien à voir avec le formalisme à l'océanienne. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une hétérogénéité. Si jamais l'État ait fait ça, ça nous permettrait à nous, les populations de ce pays, à rentrer justement dans une démarche homogène et peut-être qu'à partir de là, on pourra trouver peut-être les clés d'un vivre ensemble. Je pense que ça apporterait peut-être un apaisement, mais l'effet curatif est différent. Le curatif, c'est aux populations après, à l'intérieur du territoire. C'est eux qui vont se guérir eux-mêmes. Un don, doux comme de la soie. Demander pardon à soi, avec sincérité. Qui est partant, surtout avec authenticité, se demander pardon. Et pourquoi cela? Car on s'élève de la racine au ciel, comme de la sève sans les ailes, à faire ça là, mais certains préfèrent les salades, à faire du sale, à rabaisser au sol. Pas les seuls, c'est ça qui me déboussole. Car c'est familier par milliers d'humiliés. C'est commun de chaque côté des communautés, consciemment ou inconsciemment dans ce monde, dans chaque clan, dans chaque camp. Mais un pardon sincère, voilà la solution. Voilà à quoi ça sert. Car on est tous égaux face à l'ego. Et c'est ça le problème. On s'est dit la faute aux autres, jamais la sienne. La gueule en avant comme des hyènes. On a tous plus ou moins fait comme ça. Et c'est ça qui crée une réaction en chaîne. Et cela dure depuis des siècles et des siècles. On est des héritiers de cela. Et pour se libérer de ces chaînes, il faut lâcher prise avec son ego et sa peine. Le mettre de côté, le docilier et lui dire c'est plus la peine. Dorénavant, nous, le cœur et l'esprit qui tenons les rênes, et grâce au vrai pardon, nos blessures seront sereines. N'oublions jamais que le pardon est divin et que l'erreur est humaine. Pardon à soi, pardon aux autres, pardon au clan, pardon à toi, pardon aux nôtres, partons de l'avant. Toutes les communautés
Disons-le nous de face et non de côté, pour que toutes nos peines s'effacent et qu'il y ait des retours de pardon de tous les côtés. Que nos cicatrices se fassent en paix. Le pardon, je le classe dans un processus de réparation qui est constitué de 4 étapes. La reconnaissance, la responsabilité, les excuses et la réparation. Et pour moi, il est essentiel de parler de pardon aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Il y a plusieurs échelles, plusieurs niveaux de réconciliation. D'abord, le niveau territoire et État français, que moi j'ai qualifié de contentieux colonial dans mon mémoire, mais aussi à l'intérieur du territoire, c'est-à-dire entre les différentes communautés ou les différents groupes de population. Moi je pense qu'il faudrait au moins 2 générations pour que le destin commun ne soit plus une utopie, pour que les gens aient pris le temps dont ils avaient besoin pour construire, pour s'apaiser et pour aller de l'avant. Pour soigner les gens de ce mal-être généralisé dans le pays aussi, il faudrait à mon sens qu'on augmente considérablement nos efforts dans les relations humaines pour justement solidifier les bases de notre case en construction et aussi en transition. De plus, de nombreuses études ont été menées dans le domaine de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, des études menées dans la communication empathique et bienveillante. Même moi aussi, j'ai du travail à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que je suis de temps en temps des formations sur le sujet, pour pouvoir être beaucoup plus performant dans la réalisation des projets en commun. On a beaucoup de super beaux projets ici en Calédonie, sauf que ça a du mal à avancer parce qu'en fait, encore une fois, c'est un problème d'ego. Toujours de la faute des autres, jamais de la mienne, comme le copain a dit. En tant que psychologue, je me suis interrogé sur le processus de créolisation. Et je pense que ce qui manque actuellement aux Calédoniens, c'est l'inachèvement de ce processus de créolisation, aussi bien par le langage, par la dimension culturelle, éducationnelle, du quotidien. Et malheureusement, ce qu'on peut observer en tant qu'acteur de terrain, c'est que le contexte référendaire vient générer plutôt des crispations identitaires, avec des replis dans ces groupes d'appartenance, donc dans ces groupes communautaires. Et j'espère, et je pense qu'on est nombreux à espérer, qu'une fois ces étapes traversées, ces échéances importantes, on puisse de nouveau se remettre au travail dans le processus de créolisation pour justement partager une identité commune. Ce qui me semble important de dire, de souligner, c'est que l'être humain, il recherche à savoir, à comprendre. Et dans les choses qui cherchent à savoir, à comprendre, il y a qui suis-je, où suis-je, et puis où est-ce que je vais, et d'où je viens. De tout temps, les civilisations ont cherché à expliquer ça à travers ce qu'on appelle différentes cosmogonies, qui, même d'un point de vue scientifique, leur donnent souvent raison. Et puis, au-delà, on dit qu'on vient du ciel, ou bien on dit qu'on vient de la terre. Et tout ça nous donne un lien avec la création de la Terre, donc de notre système solaire, et puis au-delà, la création des étoiles. L'identité partagée, c'est que, et c'est peut-être une erreur de notre philosophie occidentale, on dit il y a d'un côté l'humain, l'homme, et d'un autre côté la nature. Non, on fait partie de la nature. On est une espèce sur une planète, tout comme il y a d'autres espèces animales, d'autres espèces végétales. Tout ça forme la nature. C'est de notre devoir en tant que, on va dire, espèce dominante, puisqu'on est capable de la modifier, cette nature. C'est notre devoir de la protéger et de vouloir faire en sorte de s'intégrer le plus possible à elle et de ne pas, justement, le mot est fort, ne pas la dénaturer. C'est une évidence pour moi que le mois du patrimoine devrait être celui de l'humain, bien entendu, et celui de la nature qui nous entoure, aussi bien de la terre
des océans et des étoiles de là où on vient. Quand on regarde bien, la Terre, les océans et les étoiles, ce sont nos ancêtres, notre patrimoine commun, et qu'on a complètement oublié, parce que la société ne nous a pas appris à penser comme ça.